L'innovation trouvera-t-elle son marché? C'est donc notre deuxième table ronde ici dans l'hémicycle. Juste un chiffre, donc je disais, qui m'a été bien sûr fourni par les organisateurs et qui permet de lancer un petit peu ce débat-là. 95% des entreprises innovantes disparaissent malheureusement dans les 5 ans qui suivent la création. 95% de disparition contre un taux de 50% seulement pour le taux général, on va dire, hein, sans que ce soit des entreprises particulièrement innovantes. Alors, on va commencer par accueillir maintenant Fabienne Chameroy qui va venir me rejoindre. Elle est professeure de marketing, mais elle est également directeur de marketing de Nestlé. Elle travaille à Aix-Marseille Université, à l'IAE, à Euromed, et elle va en effet nous parler donc de ces innovations qui quelquefois trouvent le marché, qui quelquefois ne les trouvent pas, et puis quelquefois, eh bien, ce sont peut-être des dérivés d'innovation qui permettent d'arriver à conquérir un marché. Très bien, donc ma présentation va se dérouler en 2 parties. Sur la première partie, je vais certainement aller très vite, parce qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites. Alors, rappeler quand même quelques facteurs clés. Pourquoi les entreprises innovent-elles? Alors ça, c'est issu d'un rapport qui a été fait donc sur l'innovation au niveau français, donc sur plusieurs entreprises, plusieurs tailles d'entreprises, qui est sorti en 2009. Donc rappelez, et vous l'avez dit aussi, hein, qu'il y a aussi des objectifs de rentabilité quelque part derrière l'innovation, mais rappelez aussi que l'innovation, c'est aussi une façon d'éviter la concurrence par les prix. Ça, c'est l'un des premiers critères. Le deuxième, c'est aussi, bien sûr, de renforcer et de développer la demande, et puis de stimuler les achats, on va dire. De renouveler aussi les termes de l'échange, et quelquefois d'introduire aussi, j'allais dire, des histoires, et on en reparlera, autour de ces échanges. C'est aussi valoriser l'innovation organisationnelle, on en a un petit peu parlé. Mais peut-être pas suffisamment, parce qu'on parle beaucoup de produits, on a tendance à parler beaucoup de produits, mais l'innovation, c'est aussi l'innovation dans les processus et dans l'organisation, mais également dans les modèles économiques, hein, donc pas simplement les produits. Et puis, c'est aussi, ça j'en reparlerai sur un exemple très concret, renouveler l'image de l'entreprise. Alors on a parlé de Plus belle la vie et de Marseille, c'est aussi une belle façon de le faire, donc à travers l'image. Si vous avez d'autres idées, on est preneur hein, aussi, hein, pour renouveler l'image. Et puis, on en a parlé, l'innovation, surtout en période de crise, c'est très important, puisque ça permet à la fois, ça peut permettre de survivre en période de crise, mais aussi de préparer la sortie de la crise. Alors ensuite, je vais aller très très vite, simplement pour redire qu'il y a bien une différence entre, on en a parlé, invention et innovation. Hein, l'invention, c'est le propre d'un inventeur, avec souvent des inventions qui peuvent être déposées avec des brevets, mais que l'innovation, ça va au-delà, il y a vraiment une notion de marché derrière l'innovation. Alors ça veut dire que quelquefois, il peut y avoir des innovations sans invention, et quelquefois des inventions qui ne trouvent pas leur marché. Tout est possible, bien sûr. Et je reviens aussi sur l'idée que l'innovation, c'est bien un processus et une culture, et un processus qui doit être aidé. Alors soit, voilà, en se faisant aider d'universitaires ou de consultants, mais c'est bien un processus et qui nécessite une certaine organisation pour aboutir. Alors, je vais peut-être arriver sur les différents types d'innovation et juste donner quelques exemples. Sur l'innovation de l'offre, mais on en a parlé déjà, hein, les innovations de rupture, celles qui sont plus anodines. L'innovation de l'offre, donc c'est soit sur un bien, sur un service. L'innovation de processus, je donnerais peut-être comme exemple une entreprise comme Zara qui a réussi à réduire en fait les temps entre la mise en place, la présentation, on va dire, d'un prototype, sa réalisation, sa fabrication et la mise sur le marché qui devient très très courte. Et puis l'innovation en matière de modèles économiques, c'est tous les modèles qu'on voit apparaître notamment à travers Internet. Et le fait que les financements, enfin le modèle économique passe par exemple par la vente d'espaces publicitaires, hein, donc des modèles qui se renouvellent et qui peuvent être nouveaux à ce niveau-là. Et puis des innovations en termes d'usage. Alors oui, non, ça je suis allée un petit peu plus vite. Voilà, des innovations en termes d'usage
et en termes technologiques. Alors l'usage, c'est par exemple les Vélib, hein, c'est-à-dire qu'on utilise, il y a un vélo qu'on connaît bien, mais une nouvelle façon de l'utiliser, ou des cosmétiques dans les frigos, enfin voilà. Et puis l'innovation plutôt technologique, par exemple le vélo électrique. Alors, je voudrais aussi insister, vous en avez parlé sur la boîte à idées, sur le fait que l'innovation, ça peut être le fait d'inventeurs ou d'un système organisé dans l'entreprise, mais ça peut aussi être le fait de collaborateurs, et de plus en plus, on parle aussi des clients et de la co-création. Et notamment, il y a un rapport assez récent qui est sorti donc en Angleterre par un chercheur anglais et qui montre que les innovations créées par les clients deviennent plus importantes que les innovations créées par l'entreprise elle-même. Donc c'est très important et ça peut être très valorisé et une façon aussi de les impliquer dans le développement. Alors soit le produit lui-même, alors évidemment je donnerai par exemple l'exemple de Nike, hein, où on peut personnaliser sa chaussure, mais ça peut aller au-delà aussi, même dans les processus de l'entreprise elle-même et de ce qu'elle peut proposer. Et puis, on parle souvent de produits que j'ai vu l'iPod, l'iPhone, voilà, que l'on connaît bien et que l'on a autour de soi, mais je voudrais aussi parler de l'innovation dans plusieurs domaines, et je vais prendre l'exemple des arts et de la culture. Et l'exemple du Cirque du Soleil, donc je ne sais pas si vous connaissez le Cirque du Soleil, voilà, donc qui est un spectacle assez extraordinaire. Et il faut savoir qu'il y a 20 ans, quand le Cirque du Soleil a commencé à émerger, en fait, ils sont partis d'un constat très intéressant, et je reviens là sur l'idée de marché et de nécessité d'organiser l'innovation. En fait, ils ont cherché à savoir pourquoi les gens ne venaient plus au cirque ou venaient de moins en moins au cirque. Donc j'attire aussi l'attention sur les études et l'importance des études. Et ils ont essayé donc de comprendre voilà ce qui se passait. Et en fait, ils se sont rendus compte que globalement, on allait au cirque quand on était enfant, on trouvait ça plutôt bien, mais qu'ensuite les parents trouvaient ça plutôt ringard, que ça n'amusait pas du tout les adolescents, et qu'en fait il y avait vraiment un art qui était en complète perte de vitesse. Et leur intelligence a été de sortir du cadre, hein, et d'essayer d'en fait de raconter une autre histoire que l'histoire classique du cirque, et c'est ce qui a fait leur réussite, puisque en fait le Cirque du Soleil nous raconte plus un poème et une belle histoire qu'une présentation très classique de cirque. Voilà, donc ça c'est pour une première partie. Donc j'enchaîne avec la deuxième partie ou non, on va d'abord entendre Philippe Brun et Philippe Morana, et puis on vous retrouve tout à l'heure, Fabienne, pour une petite démonstration. Exercice, et un petit exercice aussi. Alors on va passer le micro à Philippe Brun qui va venir vous rejoindre et à qui vous allez céder temporairement votre micro. Merci. Bonsoir Philippe, bonjour. On a donc déjà entendu parler de vous grâce à Francky Zapata, donc c'est peut-être aussi l'intérêt de parler du couple consultant-créateur. Vous êtes gérant d'un cabinet de conseil en propriété industrielle, vous avez été ingénieur, manager dans des grandes entreprises, hein, même si l'évolution de ces entreprises font que les noms sont peut-être un peu moins connus parce qu'elles ont disparu suite à des fusions, acquisitions, etc., comme la télémécanique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces problématiques d'innovation et de marché? Et notamment, moi, je voudrais que vous nous parliez d'une sorte de contradiction qu'il y a toujours. On dit qu'il faut se protéger, il faut garder la confidentialité, mais en même temps, il faut quand même tester l'innovation. Donc ça veut dire qu'il faut en parler sans se la faire piquer quelque part. Enfin, je résume de façon un peu abrupte. C'est ça, exactement. Bonjour, mesdames et messieurs. Donc oui, c'est vrai que c'est une question qui est relativement délicate pour nous, notamment nous, les conseillers en propriété industrielle, où on vit essentiellement sur la logique du secret. En général, quand on vient nous voir, la première question que l'on pose, c'est: est-ce que vous avez déjà parlé de votre invention, de votre innovation? Ah là là, vous en avez parlé, c'est la catastrophe, etc. Et donc il y a une réelle difficulté, d'une part, à gérer cette obligation de secret pour garder la possibilité de se l'approprier, de la protéger, et puis in fine de la valoriser. Mais aussi, il faut savoir si véritablement il y a quelqu'un qui en veut de cette invention. Il y a de très belles inventions qui ont été créées, protégées avec de lourds investissements, mais après, bien évidemment, s'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de marché. Donc c'est un vrai souci. Alors, parmi les rencontres que l'on fait régulièrement au niveau des personnes physiques, PME, start-up, entreprises de taille plus conséquente, même la recherche publique, hein, on a vu j'ai pu m'apercevoir qu'il y a quelques attitudes un petit peu, on va dire, sous-optimales par rapport à cette question-là. Alors la première attitude en général, c'est peut-être un excès
on va dire, de fierté. C'est-à-dire que l'inventeur, le chercheur, il est tellement habité par son invention, il est tellement persuadé qu'il a inventé quelque chose de brillant, que se poser la question du marché, c'est quelque part se grenou. Bien évidemment que l'invention va marcher, c'est tellement génial que ça sert à rien de se poser cette question-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que l'on trouve, et on va voir les conséquences qui sont inhérentes à ça. Il y a une autre attitude qui va avoir les mêmes conséquences, ça va être un excès de frilosité. On va vraiment avoir peur que quelqu'un nous dérobe l'invention, et donc on va avoir un excès de prudence. Alors bien évidemment, on va en parler à personne, mais bon, on va faire un petit peu comme le démineur, on va mettre le casque lourd et puis on va investir et puis on verra ce qu'il en est parce qu'on a trop peur. Alors là, ces premières attitudes-là, c'est un petit peu embêtant parce que on a une réelle méconnaissance du marché. Et notamment, on a une subjectivité terrible au niveau du besoin. C'est pas parce que nous, on est habité par ce besoin-là que forcément ce besoin sera partagé. Et on va surtout passer à côté de tout un ensemble, on va dire, de freins, de variantes, d'applications. Quand on a discuté avec Francky, en effet, au départ, on est parti sur ce côté ludique, mais on s'est aperçu qu'il y avait d'autres applications qui pourraient être très intéressées par cette application, par cette technologie-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Et si on passe à côté de ça, eh bien, on va investir à l'aveugle, et puis peut-être qu'on trouvera personne à l'issue. Et malheureusement, il y a de très très beaux projets qui tombent à l'eau parce que, voilà, on n'a pas su le vendre. Autre attitude diamétralement opposée. Alors là, ça va être un excès d'interrogation au niveau du marché. Alors là, pour le coup, le marché, on va bien l'appréhender. On va se lancer dans un très très vaste tour d'horizon. On va tester l'invention à grand coup de démonstrateurs, de prototypes. Donc on va mettre à disposition gratuitement toute sa technologie pendant une année, et puis on va attendre d'avoir le retour. Et on a des personnes qui viennent nous voir en disant, mais voilà, le marché, les acteurs, ils sont emballés, j'ai déjà un portefeuille de clients colossal, venez m'aider maintenant à me protéger. Comment est-ce que je peux faire pour déposer un brevet pour que je puisse avoir un monopole? Mais malheureusement, oui, le marché il est connu. La concurrence, on l'a déjà bien éduqué aussi, gratuitement, en communiquant. Et malheureusement, en matière d'invention technique, qui dit publication, dit pas de brevet. Et s'il n'y a pas de brevet, c'est très difficile après, in fine, de valoriser quelque chose. Alors, vous allez me dire, comment est-ce qu'on fait par rapport à ça? On a besoin du secret, mais on a aussi besoin de communiquer. Alors, les préconisations que l'on donne régulièrement dans cette profession-là, ça va être quoi? Tout d'abord, la priorité, c'est d'instaurer une politique du secret, c'est vrai, mais pas un secret qui soit absolu et excessif. On va surtout demander à ce que l'essence de l'invention ou on va dire de l'application ou du nouveau service soit conservé secret. On va surtout vous demander aussi de minimiser au maximum les échanges que vous pouvez avoir avec des tiers. Souvent, vous avez l'obligation de valider la faisabilité pour tester des questions de coût. Mais on va essayer de vous demander de le faire au minimum, quand bien même vous ayez eu la bonne idée d'avoir des contrats de confidentialité. C'est une mesure qui est souvent nécessaire, mais qui malheureusement est souvent très théorique. Donc malheureusement, des fois c'est très difficile d'arriver à démontrer de qui est venue la fuite. Même si on a de très beaux contrats, c'est compliqué. Donc soyez vigilants, on va essayer de garder au maximum, on va dire, ce qui fait l'essence de votre innovation, gardez-la secrète. En revanche, ce qu'on va vous demander rapidement, ça va être de confronter votre idée au marché. Alors comment est-ce que l'on fait ? Mais surtout, vous ne la dévoilez pas, votre idée. C'est-à-dire que là, ce qu'on va vous demander, c'est essentiellement de questionner le marché, les acteurs, notamment sur les techniques qui existent déjà, pour connaître véritablement les limitations, les inconvénients. Donc là, vous allez vous donner une bonne connaissance et, on va dire, une bonne objectivité du besoin, d'une part. Et d'autre part, vous allez essayer de présenter aux différents acteurs, vous allez leur dire la question suivante. Imaginez que vous ayez cette solution-là, imaginez que vous ayez ce produit miracle, je ne vous le décris pas, mais que ça vous apporte tel et tel avantage, telle ou telle ouverture, seriez-vous prêt à payer, seriez-vous intéressé, etc. Et donc par ce mécanisme-là, vous allez avoir une sorte de validation de la pertinence de votre idée, mais sans l'avoir dévoilée. Donc ça, c'est vraiment important. Et ensuite, du coup, ce faisant, si vous sentez qu'il y a manifestement un attrait important, eh bien, vous allez prendre toutes les précautions et les mesures qui s'imposent en matière de protection. Et donc là, on est là, nous, les conseillers en propriété industrielle et autres avocats spécialisés, pour vous aider à protéger
tout ce qui va véritablement être le cœur de votre innovation, que ce soit par des brevets, que ce soit par des marques, des CM modèles, etc. Et notamment aussi par les contrats, parce que très souvent, malheureusement, vous discutez avec des tiers, des universitaires, des partenaires, des fabricants, et si on n'a pas encadré, bien évidemment, cette communication avec un contrat et qu'on ne s'est pas assuré que finalement vous allez garder au maximum vos droits de propriété et d'exploitation, ça peut être un souci. Donc c'est vraiment important, et c'est vraiment cette question qui est vraiment indispensable. Il faut savoir confronter son innovation au marché, mais il faut le faire intelligemment, sans la dévoiler. Et donc très souvent, eh bien nous, en tout cas comme recommandation, on recommande à nos clients de faire appel typiquement à des cabinets de conseil en marketing, et je crois que Philippe, peut-être tu vas pouvoir nous en parler, si je me permets cette transition. Mais tout à fait. Alors Philippe Morana va venir nous rejoindre, reprendre le micro, et puis nous parler donc du lancement d'une innovation et de l'aspect marketing. Merci Philippe Brun, on vous retrouve tout à l'heure pour les questions certainement. Alors Philippe, oui, l'aspect marketing. Oui, alors je voulais simplement vous dire ma frustration d'aborder ce sujet en 5 minutes, vous imaginez bien. Mais on va quand même essayer de vous donner l'essentiel. Alors je voudrais commencer par une image. Vous connaissez, je crois, cet objet? Tout le monde le connaît? Tiens, la salle est vide. Oui, bon. D'après vous, ce produit, ce qui est à l'intérieur, ce Coca-Cola, était destiné à quoi au départ? Philippe, il faut que vous vous installiez là parce que sinon on ne vous voit pas du tout. Là, vous parliez de frustration tout à l'heure, ce serait dommage. Là. Vous avez une idée? Encore. C'était un sirop pour la toux. Un sirop pour la toux. On s'approche, c'est presque ça. Vous allumez votre micro, puis ceux qui ont fini de parler l'éteignent. Voilà, comme ça, c'est parfait. Merci. Un médicament de façon très large. Un médicament pour? Un médicament. Oui, un médicament, oui, tout à fait. Bon, on ne vous fait pas languir plus longtemps. C'est un produit destiné aux maux d'estomac et notamment à la diarrhée. Je suis désolé. Alors vous voyez donc qu'il y a très souvent un écart entre l'invention, l'idée de départ, et le succès du produit. C'est quelque chose qui est assez courant. Et ça invite l'inventeur à une relative modestie quant à ses capacités à comprendre la portée de son innovation. Alors, je suis désolé, mon prompteur est en panne, donc j'ai mes notes. Je voudrais simplement vous faire, dans un premier temps, un retour d'expérience de mon modeste cabinet basé à Marseille. Lorsque Philippe, notamment, m'envoie certains clients qui ont déjà déposé le brevet, ou qui sont déjà protégés, je vous dirais que ma statistique, c'est 50% des dossiers pour lesquels l'idée de départ ne correspond pas du tout au marché prévu. C'est-à-dire qu'après analyse du marché, on s'aperçoit qu'on va travailler dans d'autres domaines. Je vais prendre le cas d'un produit qui était destiné normalement à la sécurité, et en fait, il a été accepté par le marché sur le côté confort. C'est pas tout à fait la même chose. J'ai un autre produit qui était destiné au chauffage écologique. Et en fait, ça se vend bien en œuvre d'art. Étonnant quand même, hein ? Voilà. Donc sachez que 50%, en ce qui me concerne, ce n'est qu'un modeste retour d'expérience, 50% des cas, l'idée de départ n'est pas forcément l'idée d'arrivée. Ensuite, et ça j'en parle souvent avec Philippe, beaucoup de clients viennent me voir beaucoup trop tard. C'est-à-dire qu'on a quasiment construit l'usine. Hein. Ne me regardez pas comme ça, c'est vrai, ça se passe comme ça tous les jours. Hein, on a déjà construit l'usine, on a engagé des frais en développement, en prototypes qui sont tels que on peut presque plus faire machine arrière. Et ça, c'est toujours dommage. L'autre réflexion, c'est que je trouve, dans ma vie, j'ai créé 4 entreprises, donc je sais ce que c'est que la création d'entreprise, mais je trouve que certains prennent trop de risques. Ils prennent trop de risques parce qu'ils n'analysent pas assez à l'avance leur marché, leur potentiel marché. Alors après, il y a toujours des impondérables, hein, on est bien d'accord. Je pense à un dossier, notamment, une personne me disait, bon, je vais partir dans cette activité, c'est fabuleux, je vends ma baraque, j'ai 55 ans, c'est ma dernière opération, après je partirai riche à la retraite. Il m'a confié une étude de marché, je lui ai remis le rapport, il me remercie encore de lui avoir mis un signal rouge hein, sur la feuille tout à fait à la fin.
Et puis globalement, mais ça je pense que Fabienne serait d'accord avec moi et vous allez dire que je prêche pour ma paroisse, les créateurs ne consacrent pas assez de temps et de budget à l'étude de leur marché. Bon, ceci étant dit, on va passer au slide suivant. Je vous laisse lire ce slide, vous donner quelques conseils très simples pour justement confronter votre innovation au marché. D'abord, faites-le le plus tôt possible, dans les conditions que Philippe a pu indiquer, bien sûr. Il ne s'agit pas de dévoiler son innovation. Mais faites-le le plus tôt possible, ça vous évitera notamment de faire des prototypes pour rien. Quand je parle du domaine industriel, notamment, c'est le cas classique. Et puis, l'importance, et Fabienne va insister là-dessus, c'est de tester son marché. Si je ne fais pas de test, je produis, ah, ça ne marche pas. Je reproduis, ah, ça ne marche pas non plus. Les tests permettent de réduire l'incertitude. Donc faites des études, faites des tests, et donc travaillez sur tous ces points-là. Et je me suis permis de mettre à l'intérieur aussi des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est-à-dire des capacités à manager ou des capacités à produire soi-même. Il faut s'interroger sur qui on est, le fameux chemin. Est-ce qu'on est loin? Est-ce que c'est loin? Est-ce que c'est près, mon innovation? C'est très important. Il y a des gens qui sont en mesure de porter leur innovation, de développer leur entreprise, d'autres qui sont capables de déposer le brevet, mais après, il vaut mieux le vendre. Et c'est très bien comme ça. Ouf, c'est pas politiquement correct, ça. Ce ne sera pas la première fois cet après-midi, mais c'est pas grave. Voilà. Mais on est là pour ça. Hein. Bon. Alors, où trouver l'information pour vos études? Très rapidement, bon, bien sûr, Internet, mais on trouve un peu tout et n'importe quoi, mais on trouve de plus en plus de choses, hein, bien sûr. Pensez pour vos études produits aux salons, aux revendeurs, eux, ils connaissent le métier, ils connaissent les réseaux. Pensez aux clients existants, si vous avez déjà une entreprise, ou vos clients potentiels. Pensez à vos fournisseurs, on les oublie souvent. Et j'ai un certain nombre de dossiers sur lesquels les influenceurs ont eu une importance capitale. Je pense à certains journalistes, mais oui. Je pense à certains experts ou certains conseils. Et j'ai un dossier très sympa où c'est un blogueur qui m'a vraiment ouvert son carnet d'adresses. Et j'ai dû gagner au moins 3 mois d'études, 3 mois de recherche, quoi. Donc pensez à toutes ces sources-là, elles sont fondamentales. Et il y a beaucoup de gens qui seront prêts à vous aider. Beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Dernier slide pour tenir mes 5 minutes, parce que je dois être à 4h30. Ouais. À peu près, hein? Ouais. Enfin bon. Allez, dernier slide. Très bien. Alors un point important, c'est d'être en mesure d'accepter le verdict du marché. Je sais que c'est très difficile quand vous avez investi votre énergie, certains diront vos tripes dans un projet. Lorsque le marché n'est pas là, il vaut mieux partir sur une adaptation de son produit, ou voire dire que le marché n'est pas là. C'est quand même mieux, des fois. Hein. Il faut savoir renoncer. Il faut accepter de modifier son innovation. Je vous rappelle le chiffre de 50% hein, de projets qui évoluent. L'autre point, et là je rejoins à 800% Marc Lassus, soyez rentable. Quand vous faites vos études de marché, vos études de revient et compagnie, pensez à la rentabilité et à suffisamment de rentabilité pour générer un petit peu de cash flow quand même. Ce serait bien. Autant que faire se peut. Hein. Bon, là je remets ma casquette président de la chambre professionnelle. Faites appel à des professionnels, bien sûr. C'était la minute de publicité. Et puis, si vous n'êtes pas en condition de porter vous-même votre innovation, acceptez de vendre votre brevet. On a quelques dossiers avec Philippe où manifestement, enfin pour moi, la solution c'est de vendre son brevet. Ensuite, il y a des industriels qui vont être en mesure de produire, ou vous avez des réseaux de distribution qui vont être en mesure d'assurer le succès du produit. Alors que si vous-même vous essayez de construire ces réseaux de distribution, vous n'aurez pas le temps. Il va falloir réinventer l'eau tiède, comme on dit. Je crois que j'ai fini. J'ai tenu. Parfait. Merci beaucoup Philippe. Mais un dernier point, on y reviendra, accepter de ne pas être forcément le propriétaire à 100% de son entreprise et de partager le capital. Ça c'est un aspect financier, on y viendra tout à l'heure, peut-être dans la troisième table ronde. On va retrouver Fabienne qui va nous faire donc un exercice sur le marketing de l'innovation. Ça marche, oui. Alors je vous laisse le plateau Fabienne. Alors merci. Donc pour vous exercer, juste avant le petit exercice, voilà une nouvelle invention, n'est-ce pas? Je vous laisse la découvrir. Le nouvel iPost, voilà, merveilleux, hein, avec plein d'atouts. Voilà. Comment réinventer quelque chose qui existe déjà? Donc on peut y aller, oui, je crois que oui. Voilà.
Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Comment réinventer quelque chose qui existe déjà? Alors peut-être que vous avez, je ne sais pas, devant vous, des petites bouteilles. Voilà, donc à partir d'une bouteille toute simple, donc un objet tout simple, ben, je vais vous demander de réfléchir à ce qu'on pourrait bien inventer autour de cette bouteille et qui pourrait éventuellement rapporter un petit peu d'argent. Voilà. Pardon? Ah, alors il y a des petites bouteilles, des petites... Ah, attendez, alors vous ne les avez pas sous les yeux, ben voilà, à partir d'une bouteille, quelle qu'elle soit, la marque n'ayant pas d'importance d'ailleurs. Là, nous avons de la cristalline, mais ça peut être de la Vittel. Donc, voilà, très spontanément, qu'est-ce que vous pouvez bien imaginer à partir d'une bouteille, voilà, qu'on connaît tous, qui fait partie de l'univers quotidien. Comment se réinventer sur un objet d'une grande banalité? Ce serait bien qu'on ait un bouchon qui s'ouvre sans que la bouteille nous éclabousse, mais ça Ah c'est pas oui, chose. ça, ben voilà, il y a peut-être encore des brevets à déposer, ça. Oui, 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 c'est incessant hein, sur les bouteilles d'eau. Ça a l'air tout simple comme ça, mais en fait, ça évolue pas mal. Alors, oui, il faut innover à partir d'une petite bouteille, voilà. Alors allons-y. Et oui, là, s'il vous faut un papier à stylo, on devrait pouvoir trouver ça. Voilà, on a une première intervention. Pardon, là, alors, allez-y. oui. On pourrait en faire un support de publicité? Ah, pourquoi pas? Belle idée, oui. Un support de publicité. Ouais. Donc un nouveau modèle économique pour la bouteille en plastique. Je retiens l'idée. Ah, on la compacte. Donner une forme qui permet, en appuyant à l'arrière, de la compacter instantanément sans... Ah, de la compacter beaucoup plus facilement que ça ne l'est aujourd'hui. Très belle idée aussi. Puis il faut très un bien. support pour l'avoir sur le flyboard aussi. Hein. Voilà. Ah, voilà. Ah, Comme ça, avec le support publicitaire. Oui, mais ça pourrait remplacer justement le support Les hôtels publicitaire. d'Air France, pour les compacter, c'est très simple, elles mettent de l'eau bouillante dedans. Et exactement, avec la vapeur. Mais on n'a pas toujours de la vapeur avec soi, donc je retiens l'idée quand même. Hein. Oui, une bouteille éventuellement dont la couleur change quand elle est à bonne température pour être consommée. Ah, très belle idée. Ah, ouais, très belle idée. Y a-t-il d'autres idées? Oui? Oui, prévoir un petit réservoir pour y injecter des doses de sirop, de pastis. Ah. Et alors à ce moment-là, on la propose à Plus belle la vie, c'est ça? Oui, oui, c'est... Oui, pourquoi pas. Ouais. Ce serait de prévoir un habillage plus enfantin pour faire des jeux de quilles dans les crèches. Ah, voilà. Pourquoi pas? Elle serait réutilisée, elle aurait une seconde vie. Seconde vie dans les Une crèches. seconde vie, ouais. Moi, ce n'est pas mon invention, je l'ai trouvé sur Internet. Pour garder les pistaches sèches, Oui. dès que vous avez ouvert le paquet, il faut mettre pince à linge, etc. Il suffit de la couper, de la retourner, vous enfilez une poche plastique souple à l'intérieur, vous mettez vos pistaches et ensuite vous refermez avec le capuchon et c'est complètement hermétique. Ah oui. Oui, bah écoutez, Venez chez moi pour l'apéro. Voilà, bah écoutez, ça fait grand plaisir. Demain, si. Très bien. C'est ça, avec le pastis, les pistaches, et puis le support publicitaire. Y a-t-il une autre idée? Alors, je voulais en tout cas illustrer l'idée que même à partir d'un objet extrêmement banal, il était possible d'innover en tout cas, et c'est ce qui a été fait. Alors là, j'ai presque honte parce que en fait, on va voir l'innovation que j'ai faite, voilà, il y a quelques années, où en fait, il m'a juste suffi d'aller voir sur le marché américain ce qui se passait, de voir une espèce de bouchon que j'avais trouvé plutôt pratique pour boire, et juste de l'adapter sur une bouteille. J'ai vraiment totalement honte. Mais les tests produits, je reviens hein, puisque ma partie est plutôt vraiment le marketing. Donc les tests de concept montrent que l'idée, en fait, même si c'est pas vraiment une invention, c'est l'utilisation de quelque chose qui existait déjà ailleurs, tout simple. Et simplement pour vous dire que, ben voilà, dès la première année, ce simple petit bouchon a permis à l'entreprise de vendre 10 millions de bouteilles, d'être en rupture de stock. Il a manqué 50% de bouteilles sur la première année et que cette invention est toujours sur le marché.
Donc quasiment 12 ans après, et en ayant rapporté de l'argent, puisque le groupe Nestlé n'est pas un groupe de philanthropes, donc les retours sur investissement sont extrêmement budgétés. Je voudrais aussi dire que les produits et tous les tests de produits, même si, lorsqu'il s'agit d'innovations tout à fait mineures, sont extrêmement prétestés, donc avec des méthodologies utilisées en marketing, soit au niveau du concept, où on soumet l'idée en fait à des consommateurs, et puis ensuite sur des phases plus quantitatives où on va mesurer les ventes éventuelles et les éventuelles cannibalisations sur d'autres produits pour bien mesurer le chiffre d'affaires potentiel et évidemment la rentabilité du produit pour pouvoir dimensionner les usines en fonction j'allais dire de la rentabilité qui est prévue sur plusieurs années. Voilà. Et puis peut-être un autre exemple aussi pour expliquer que l'innovation, illustrer plutôt l'idée que l'innovation quelquefois n'est pas un chemin, n'est pas une ligne droite en tout cas. C'est un produit qui s'appelle Petit Vitel. Je ne sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez un petit peu connu. Alors entre-temps il a disparu, mais juste pour illustrer l'idée, il faut savoir qu'au démarrage, les directeurs commerciaux cherchaient en fait à développer les ventes historiques d'un produit qui s'appelle le Vitel à la menthe qu'on buvait dans les cafés. Et donc, ils cherchaient à développer les ventes de canettes de Vitel qui étaient dans des distributeurs automatiques. Et me demandent donc d'essayer de recréer un produit à base de sirop pour vendre des canettes dans un distributeur automatique. Et donc, je suis le processus, c'est-à-dire test de concept, et je teste, et je reteste, et je reteste. Et en fait, je développe un produit qui est assez bon au goût, mais qui marche pas du tout. Mais alors, absolument pas, qui ne passe aucun test, rien du tout, ça dépasse pas, ça fait pas de vente, rien. Et puis, comme le goût était très très bon, le directeur de l'usine de Vitel me dit, quand même, ce produit est drôlement bon. Moi, je l'ai fait goûter à mes enfants. Et vraiment, alors mes enfants ont trouvé ça très bon. Or, au démarrage, la vente de canettes était ciblée sur une cible adulte, donc rien à voir avec les enfants. Et donc, je reprends l'idée en me disant, tiens, les enfants, pourquoi pas, mais c'était pas du tout prévu comme ça. Et on essaye. Évidemment, on l'habille pour des enfants, on ne le met pas dans une canette, on fait autre chose. Et là, tout à coup, le produit qui était exactement le même, on n'a absolument rien bougé au développement produit, se retrouve en fait lancé aussi avec, en tout cas pendant 10 ans, une belle rentabilité et des belles ventes. Simplement pour aussi illustrer l'idée que quelquefois, quand une idée bloque sur quelque chose, parce qu'elle a été prétestée, là en l'occurrence, il peut y avoir un moyen, je dis pas dans tous les cas, bien entendu, c'est pas du tout ça, mais dans certains cas, une façon de la voir différemment pour pouvoir la proposer, sur un marché qui lui va, en tout cas, réagir par rapport à ce produit. Voilà pour mes exercices, mes petits exercices autour de produits qui sont très simples, mais aussi pour montrer que l'innovation peut être dans des produits parfois très simples et simplement aussi dans l'adaptation de choses déjà existantes ou en ayant un regard parfois aussi particulier sur des choses déjà existantes. Voilà. Merci beaucoup Fabienne Chamorrois, je crois qu'on peut l'applaudir de cette présentation. Et on va retrouver Marc Lassus. Merci Fabienne, voilà, où vous lui transmettez je lui transmets avant relais. qu'il ne m'invite. Oui, avant que vous preniez l'apéritif ensemble avec du pastis et des pistaches, on a bien compris ça.